Bon, une coupe de cheveux toujours aussi approximative. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire mon bilan lecture de ce mois de février. Habituellement je participe au challenge petit mois, petite lecture, mais cette année, et c'est la première fois je crois depuis que je me suis remise à la lecture que je n'ai pas fait ce challenge. Je me suis laissée guider à mes envies et j'ai choisi mes livres finalement qui me tentaient le plus sur le moment. J'ai aussi profité de mes vacances pour essayer de retirer une bricasse de ma pile à lire qui fait plus de 700 pages, mais j'ai été aussi très attirée par des BD notamment historiques et j'ai eu des déceptions mais également de très belles découvertes ce mois-ci dont je voulais vous en parler. Et comme vous avez l'habitude dans ce genre de vidéo, on va passer du bas du classement pour arriver à la fin vers le meilleur, même si là je crois que j'ai pas une lecture qui m'a vraiment marqué mais plusieurs, et c'est dans un style graphique, c'est vraiment les bandes dessinées qui m'ont marqué ce mois-ci. On est tout de suite parti avec un premier livre qui va mélanger album mais également récit, en tout cas il y a des graphiques qui se glissent à l'intérieur. Il s'agit d'un service presse que j'ai reçu très tard l'année dernière de la part du book club Page Turners, que je remercie énormément. Il s'agit de Destin de sorcière, donc c'est 15 récits autour de 15 femmes qui ont marqué l'histoire de par leur vie, qui ont été accusées de sorcières. J'attendais vraiment beaucoup de cet ouvrage, j'étais trop impatiente de découvrir puisque vous savez je suis très fan d'histoire et aussi très fan de tout ce qui va se tourner autour de la sorcellerie, etc. Et donc je voulais découvrir un petit peu plus ces histoires là. Bien évidemment on va en recroiser qu'on connaît déjà. Typiquement nous avons Jeanne d'Arc qui arrive deuxième ou troisième je crois, et après on a différentes femmes qui ont été accusées dans différents lieux et à différentes époques, donc on va vraiment balayer toute l'Europe et tout ce récit historique. Toutefois j'ai été un petit peu mitigée par ma lecture parce que c'est vraiment une retranscription comme si c'était à la première personne. C'est pas quelque chose qui est fait comme sur des faits historiques, c'est pas un récit historique, c'est plutôt un récit dans lequel on va incarner la femme. Donc on a cette retranscription, cette appropriation de la part des auteurs. Peut-être que c'est parce que c'est destiné à des plus jeunes. Pour moi ça ne l'a pas fait parce qu'on mélange fiction et réalité. En fait on sait pas où se place le degré. Typiquement lorsque je prends la première histoire, donc la première femme, donc Alice Kittler, on a donc un récit qui est là au début fictif, une mise en contexte on va dire, une mise en situation. Ici avec une autre police d'écriture on a ce qui pourrait s'apparenter à une lettre. Est-ce qu'elle est réelle ou pas, on ne sait pas. Puis ensuite c'est entrecoupé d'un récit et de dialogue. Donc déjà la mise en page et la temporalité était un petit peu étrange. Le rythme était un peu aussi qui m'a déstabilisé pardon. Et donc là on a par exemple une très belle illustration qui accompagne le récit. Donc on a à la fin en fait de chaque récit pardon, on a un petit encadré qui explique le mythe mais de façon très succinct, mais on n'a pas de source ni comment dire de jauge de savoir si c'est la réalité, la fiction, jusqu'où ça se place. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangée sur ce point là. Bien sûr c'est mon métier d'historienne qui ressort et c'est les travers donc de la rigueur scientifique qui parlent, mais si vous êtes fan ou que vous vous intéressez un petit peu à la sorcellerie et des 15 femmes qui ont pu marquer l'histoire de l'Europe mais également du monde entier, puisqu'il y en a une qui est en Amérique du Sud il me semble, vous pouvez vous renseigner sur ce recueil qui est très sympa. Toutefois si vous connaissez déjà quelques histoires, celui-ci ne vous satisfera pas puisque on est sur vraiment des histoires qui sont assez courtes pour chaque femme, c'est assez résumé en 3 pages maximum. Bon, les dessins sont très beaux et ajoutent vraiment du charme, mais ça reste quelque chose d'assez mitigé pour moi. Bon, on continue sur la lancée des lectures mitigées. C'est le cas du premier tome de La passeuse de mots écrit par Alric et Jennifer Twice que j'ai découvert pendant mes vacances. C'est un livre qui m'a été vraiment beaucoup de fois recommandé sur les réseaux, mais également par Harry, donc de la chaîne Arvandor que je vous mettrai en description, qui est mon meilleur ami et qui me l'a vraiment vendu en me disant tu vas adorer, c'est un univers de fantasy comme tu les aimes, un petit peu adolescent, enfin en tout cas young adulte, parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas forcément adaptées pour un jeune public dans ce livre aussi, c'est assez sanglant, autant se le dire. Et puis le pitch de départ me donnait vraiment envie. J'ai regardé donc une fois que j'ai terminé ce livre hier soir, je l'avais ajouté à ma wishlist en 2021, je l'ai acheté en 2022 à Montreuil et depuis il était dans ma pile à lire, donc il était temps de s'attaquer à cette brique, d'autant plus que vraiment il est
super épais, faisait un petit peu peur, et que là la saga se poursuit. Donc les auteurs sont en train de travailler sur le 5e tome, ils ont prévu 7 tomes si ce n'est plus. Dans ce livre, nous allons suivre Arya, qui est une fille d'une pâtissière et d'un menuisier dans le royaume d'Hélios, et plus particulièrement à la capitale, où elle va régulièrement aider sa mère à confectionner des pâtisseries, et qui est aussi souvent réquisitionnée dans le château royal. Donc elle sert les plus grands du royaume, et elle a de la chance d'avoir noué une amitié secrète avec le dernier des princes, qui est rejeté par son père parce que ce dernier n'a pas de pouvoir magique. Or la lignée royale est dotée de pouvoirs magiques. On a donc toute cette histoire au tout début où on pose le cadre, où on apprend à connaître cet univers, puis tout va basculer le jour où le traité qui permet de réguler la magie dans le royaume, qui doit être renouvelé chaque année, va donc être mis en péril par un acte de rébellion. Il va donc ne pas pouvoir être abouti, et ça va semer le chaos dans la capitale. Arya est contrainte de fuir, elle ne va pas réussir à retrouver ses proches, et après quelques jours à errer, elle va découvrir qu'elle est une personne assez spéciale, puisqu'on lui dévoile qu'elle est la passeuse de mots, et à partir de là, eh bien, elle va se mettre en quête de mots et de pouvoir contrôler et maîtriser cette magie qui va être essentielle à la survie du royaume. Je ne vous en dis pas plus évidemment, je ne vous ai pas trop spoilé, c'est ce qui se passe à peu près à 150 pages, mais c'est vraiment l'intrigue qui tourne autour de ceci, en fait, de ce moment où vous vous doutez bien que si on suit Arya au tout début, c'est elle qui va être la passeuse de mots, mais que ça arrive évidemment dans un contexte de politique très tendu, et qu'il va y avoir un basculement. Et c'est justement au niveau de ce basculement politique dans l'intrigue et l'histoire que mon avis a également changé. En fait, au tout début, j'ai plutôt apprécié l'univers et la plume des auteurs. La plume est très poétique, très recherchée, et justement en lien avec le jeu de mots sur la couverture, on va avoir des mots qui sont très beaux, qu'on n'a pas la tendance à croiser en fait finalement dans nos autres lectures, mais qui sont là vraiment pour pouvoir montrer l'aspect un peu splendide de l'univers, assez féerique, magique, majestueux même, puisqu'on est aux côtés donc de cette capitale qui est très riche. On a vraiment ce sentiment de joie, de gaieté, même si une menace pèse un petit peu, puisqu'on a quand même des actes de violence du roi envers son dernier fils qui sont assez violents, qui sont assez décrits et qui nous fend le cœur. Mais on suit Arya qui est plutôt heureuse dans sa vie, vraiment elle est assez épanouie, jusqu'au jour où on va vraiment avoir ce basculement. Et après ce basculement, eh bien j'ai trouvé les événements très lents, mais surtout quand elle a cette mission de passeuse de mots qui lui tombe dessus, pour elle ça lui semble évident, elle se l'accapare totalement, 100%, et elle sait qu'elle va être ultra importante et qu'elle a son rôle à jouer. Je trouve qu'elle l'assimile vraiment très très vite, alors que beaucoup de responsabilités lui tombent dessus, mais pour autant elle l'accepte. Pour une jeune adolescente, c'est un petit peu étrange, et elle va donc partir à la recherche de ces mots à travers donc des quêtes. Elle est évidemment accompagnée d'un mentor, si je puis dire. En tout cas, un jeune homme lui a été assigné pour sa protection et cette quête, qui est donc Killian Nightbringer, et donc on va suivre ce duo là qui va continuer de s'agrandir, et qu'avec des hommes. Et ça m'a également dérangé, à part le moment où on lui révèle qu'elle va être la prochaine passeuse de mots. Il n'y a aucune fille qui arrive avant les 500 pages, mais vraiment je me demande, mais est-ce qu'on ne pouvait pas un peu équilibrer? Je sais qu'on est au début de la saga, etc. Mais je trouve que quand même, en termes de représentation, on n'est quand même pas très équilibré. C'est que des hommes qui l'accompagnent. Alors, je vais peut-être avoir un discours un peu trop féministe peut-être pour certains, mais je trouve quand même que ça manque de représentation de femmes à laquelle on peut s'associer, voir qu'elles sont aussi également là pour se battre, que ce n'est pas uniquement les hommes qui sont bons au combat et qui peuvent l'accompagner dans cette quête. D'ailleurs, il y a beaucoup d'incohérences quand on regarde autour de l'histoire et des personnages. En effet, on va découvrir de nouveaux personnages qui vont venir s'agglutiner, non c'est pas le terme exact que je voulais dire, mais qui vont venir se greffer à cette quête, sauf que ces personnages sont pas tellement décrits, et en tout cas on les ramène toujours à leur statut. Par exemple Killian, on va tout le temps le rappeler que c'est un voleur, sauf que c'est bien plus qu'un voleur, et on a du mal en fait à le cerner. On n'a pas vraiment de background, d'histoire de son passé. En fait il est assez mystérieux, mais du coup on a du mal à s'attacher au personnage. Enfin, en tout cas il n'y en a aucun qui m'a marqué, à part à la rigueur Alric,
qui vient beaucoup plus tardivement. On en avait tellement parlé de ce personnage que je l'attendais avec beaucoup d'impatience, et effectivement c'est l'un des seuls où j'ai vraiment eu de la peine, de la compassion et de l'attachement. Mais sinon c'est des personnages qui sont neutres, qui sont pas spectaculaires, j'ai envie de dire, qui sont pas avec un charisme ou une personnalité qui se détache donc du reste des personnages que j'ai pu croiser, ou enfin comment vous dire, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments de personnalité qui sont mis en avant pour les autres. Ils sont vraiment juste voilà, Killian c'est le voleur, donc il correspond aux caractéristiques type des voleurs, et ça va pas plus loin. Tout en restant sur les personnages, ils ont aussi des quêtes personnelles qu'ils n'arrivent pas à réaliser, et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, il y a ce sentiment de ne pas réussir à terminer ce livre d'une façon où ils vont tous avoir quelque chose à vouloir réaliser, sauf que Arya par exemple, elle va vouloir retrouver sa famille, mais à aucun moment elle ne parle de sa famille dans le moment où elle va à la quête des mots. C'est très étrange vraiment de voir que ce qu'elle veut c'est pas ce qu'elle fait. Killian, bon, il l'accompagne certes. On va croiser un personnage qui va être chargé par exemple de rechercher les princes, sauf qu'il se greffe à la quête d'Arya de chercher les mots et ne parle pas vraiment de cette quête d'aller chercher les princes. Donc c'est un petit peu complexe je trouve, et d'autant plus que si j'ai apprécié la plume poétique dans la première partie du livre, dans la deuxième partie je trouvais que ça desservait justement l'histoire, dans le sens où on avait l'impression que les auteurs ont cherché à mettre des mots compliqués pour essayer d'enrichir leur plume et de faire quelque chose de beau, d'assez pompeux finalement, et c'était un peu compliqué à du coup suivre l'histoire qui traîne en longueur. Vraiment il y a beaucoup de descriptions pour parfois pas grand chose. Ça ne m'a pas tant dérangé que ça, je trouvais que c'était assez fluide, mais c'est vrai qu'on peut passer des pages entières et comprendre encore l'histoire qui se passe. Il y a 4 événements dans les 700 pages au maximum qui sont vraiment comment dire, avec plein d'actions, et encore je trouve que c'est assez faible. Donc oui c'est un bel univers, oui on a une belle plume, une belle histoire, mais il manque d'explications et de contexte. C'est pareil, par exemple la magie, on ne sait pas du tout comment elle s'en sert, etc. On ne sait pas les responsabilités, on a vraiment un flou finalement autour de toute l'explication de la politique et de la magie autour de cet univers fantasy. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cette saga, que je ne vais pas poursuivre, car ce sont des livres qui sont aussi épais que celui-ci et que j'ai eu du mal à terminer déjà. Vraiment je pense qu'il y a du potentiel et ça dépend des publics, peut-être que j'en avais trop d'attentes, je ne sais pas, peut-être que j'ai trop d'exigences aujourd'hui, mais clairement je trouve que c'est pas suffisant pour que je veuille poursuivre ma lecture, d'autant plus que voilà, comme je disais c'est des pavés, il faut avoir le temps de les lire, et j'ai clairement pas le temps d'avoir 7 tomes pour comprendre pourquoi c'est elle la passeuse de mots et pourquoi pas une autre adolescente, parce que pareil, ça me dérange beaucoup. Mais bon, comme c'est une saga, je sais que je n'aurai pas les réponses à toutes mes questions en un seul tome, ça c'est évident, mais la fin me laisse un petit goût amer dans le sens où j'ai l'impression qu'on s'arrête en plein milieu d'une action. Bref, voilà, je crois que j'ai assez bien détaillé mon avis pour que vous compreniez pourquoi ça a été une lecture mitigée. Bon, je vous rassure, on ne va que vers du meilleur et j'ai à vous présenter le seul manga que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit du premier tome de Rakai de Bibliothèque qui m'avait été offert par mon chéri, dans le même principe que Le Maître des Livres que j'avais également découvert en fin d'année dernière. Nous allons suivre donc ce jeune homme qui est plutôt réticent à aller à la bibliothèque. En tout cas dans le premier chapitre, il vient à la médiathèque pour emprunter un livre pour pouvoir se renseigner sur un sujet, je ne sais plus lequel, sauf qu'on lui refuse cet emprunt, car il avait déjà emprunté un livre quand il était plus jeune pour faire un exposé, je crois qu'il avait 5 ans, mais il ne l'a jamais rendu. Alors évidemment il leur demande de soit redonner le livre, soit de le repayer pour pouvoir accéder à d'autres emprunts, ce qu'il refuse de faire. Il comprend pas pourquoi après tant d'années il est toujours interdit d'emprunt à la médiathèque, mais donc on va voir qu'il va tenter de se racheter quand même et qu'il va venir fréquenter la médiathèque, qui est un lieu qui va finir par l'intriguer. C'est sympa, c'est assez tranche de vie, ça se lit tout seul, c'est sans prise de tête. Voilà, si je vous conseille, si vous aimez bien tout ce qui est en rapport avec les bibliothèques, les médiathèques, les livres, c'est sympa, mais c'est un classique. J'ai l'impression c'est un schéma qui revient assez souvent dans ce genre de livres qui traitent de ce sujet.
On arrive aux bonnes lectures et j'ai à vous présenter un service de presse que j'ai reçu de la part de Hachette Roman, et cette fois-ci je vous présente un très bel ouvrage puisque c'est Éphémère, écrit par Emma Dinkel, et que j'ai pu avoir un beau ouvrage, pas celui qui est abîmé, pour pouvoir me le faire dédicacer lors de la rencontre. Donc merci beaucoup à Emma pour le temps qu'elle a passé. Vraiment c'était des super échanges que j'ai pu lui poser des questions sur l'écriture, sur tout ça, c'est toujours intriguant et ça m'intéresse toujours. Sauf que la villa dans laquelle ils vont être invités ne leur appartient pas puisque c'est Thomas, un joueur professionnel de football américain il me semble, qui a loué cette maison pour passer 3 mois en vacances avec ses amis, pour faire une parenthèse dans sa vie de célébrité et de revenir un petit peu à la normalité. Et il va tout de suite être séduit par justement le charme de ces Françaises qui ne le connaît pas et dont il voudrait en fait finalement profiter de cet anonymat pour être quelqu'un de normal, de lambda. Et sauf que entre Romney et Thomas, il y a un lien bien plus important qu'une amitié qui va se tisser. Or Thomas est en couple avec une autre fille, un célèbre mannequin qui fait tourner la tête de tout le monde entier. Alors Romney ne sait pas sur quel pied danser, d'autant plus qu'elle est venue ici pendant ses vacances pour oublier son ex et profiter de la vie américaine. J'ai beaucoup apprécié ce livre dans lequel nous allons vraiment découvrir une bande d'amis avec une personnalité qu'ils ont chacun et qui justement font qu'on s'attache à eux. J'ai vraiment eu la sensation de faire partie de cette bulle le temps de ma lecture, de finalement de solidarité, d'amitié. On parle d'un found family ici très présent et je suis totalement d'accord. Il y a vraiment de la bienveillance et un épanouissement personnel qui se développe de la part de tous les protagonistes de cette histoire, où ils vont chacun avoir leurs relations et leurs quêtes finalement dans les relations ou même personnelles, de reconstruction, etc. Et c'est vraiment très très beau. On a aussi des thèmes de représentation puisqu'on va avoir donc de la représentation LGBTQIA+, on va aussi avoir de la représentation de la maladie de l'endométriose, même si celle-ci je pense qui est un petit peu survolée dans ce livre, qui mériterait un peu plus d'approfondissement sur la réalité de cette maladie. On a aussi donc les personnes malvoyantes qui sont représentées dans cette histoire, et on a vraiment un très beau lien entre frères et sœurs et d'amitié. C'est que de la bienveillance et je trouve que tous les personnages de ce livre respirent les green flags et c'est vraiment agréable. La romance qui se tisse est vraiment belle également. J'ai que des choses positives finalement à en sortir de ce livre, qui était une très belle lecture que j'ai appréciée. Et pourtant vous savez, je suis tatillonne et extrêmement exigeante quand il s'agit de romances contemporaines, parce que habituellement je préfère les romances historiques, mais il faut dire que là j'ai été agréablement surprise et que j'ai hâte d'avoir ce tome 2 pour savoir comment ça va se terminer. Celui-ci peut se contenter à lui-même, mais disons que ce n'est pas la fin de romance qu'on a l'habitude de voir, ça aurait pu faire son originalité, mais en même temps je ne dis pas non à un deuxième tome et à la poursuite de ces relations amicales qui m'ont vraiment touchée. On arrive aux lectures qui ont été des coups de cœur, et parmi eux évidemment, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur le Discord notamment, il s'agit d'une lecture commune et c'est même une relecture. Il s'agit du tome 2 de Hunger Games et j'avoue que j'avais un peu moins de souvenirs de ce deuxième tome par rapport au premier et j'ai apprécié redécouvrir les détails de ce livre-ci. Je ne me souvenais plus qu'on revenait dans l'arène, mais beaucoup plus tardivement. On a vraiment toute une mise en contexte et cette suite finalement d'après les jeux, comment Katniss réintègre son district et tente bien tant que mal de revoir sa vie d'avant, même si tout a changé, notamment avec la médiatisation de son histoire d'amour qu'elle a un petit peu fait en fake pour pouvoir survivre dans l'arène avec Peeta, comment Gale réagit et comment sa famille essaye de s'approprier finalement cette notoriété, cette nouvelle vie, et le fait qu'elle soit devenue le symbole de la rébellion malgré elle et qu'elle ne le sache pas, tout en découvrant finalement qu'effectivement il va y avoir des manigances politiques à travers la réorganisation de ces jeux d'expiation auxquels évidemment elle va devoir participer puisqu'elle fait partie des tribus donc qui ont gagné les précédents jeux des Hunger Games. Et donc c'est reparti à la moitié du livre, on retombe dans ce schéma de devoir faire du paraître, du sensationnel pour la télévision, etc. Mais elle n'a plus envie de faire aucun effort parce que ça fait même pas un an qu'elle a laissé ça derrière elle et qu'elle va devoir y retourner
retourner, mais Mitch est là pour lui demander de faire des alliances parce qu'il aurait bien une idée derrière la tête évidemment, sauf que Katniss ne se rend pas compte du point de l'influence qu'elle a et elle va donc retourner dans cette arène en tentant tant bien que mal de survivre, même si eh bien ces jeux vont être le moment déclenchant pour pouvoir finalement soulever tous les districts contre Panem. C'est le début de la fin, comme je pourrais dire. J'ai adoré, encore une fois, même si je pensais que la période dans l'arène était beaucoup plus grande, je m'attendais pas à une fin aussi rapide. Vraiment, j'ai été très intriguée et je ne me souvenais plus de la toute fin, donc oui, j'ai très hâte de lire ce 3e tome à la suite, donc pour la lecture commune du mois de mars. Pour terminer, mes 2 plus gros coups de cœur ont été des BD, et donc ce sont des BD historiques. Premièrement, j'ai lu le premier tome de 1000 femmes blanches, donc Un train pour la gloire, d'après le roman de Jim Fergus, et c'est donc Anaïs Bernabé qui s'est chargée de l'illustration. J'ai rencontré l'autrice, enfin la dessinatrice, pendant un salon qui m'a fait une magnifique dédicace, vraiment trop belle, et donc on avait échangé autour donc de cette adaptation et de ce livre, et j'aime vraiment beaucoup les graphiques, vraiment magnifiques. Dans cette histoire donc qui est donc un roman à la base, on va suivre 1000 femmes américaines qui vont être échangées contre 1000 chevaux pour pouvoir perpétuer les tribus amérindiennes qui sont en train de s'éteindre, tout en ayant une relation de confiance qui s'établit entre les colonies américaines et les tribus amérindiennes. Sauf que ces femmes qui sont donc envoyées sont soit des femmes qui ont choisi de faire partie de ce programme, soit qui sont un petit peu jugées comme étant en dehors des cadres de la société. Donc là on va suivre, je ne sais plus son nom, Maydoud, qui donc est placée en institut pour personnes déficit mentalement parce qu'elle a été jugée par, il me semble, elle a été accusée par quelqu'un alors qu'elle a des enfants, elle a un mari, et elle va subir les pires atrocités dans cet asile où on va vraiment lui faire subir des choses atroce, et donc elle y voit en fait dans ce programme une liberté, en tout cas une tentative de s'échapper en tout cas de cette horreur, et elle va donc être envoyée sur place à travers un train, et à la fin donc c'est le tout début de cette rencontre, et ça nous présage de très belles histoires pour la suite. J'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Évidemment j'aurais pu le savoir avec le roman, mais j'ai envie de le découvrir en format BD où j'ai vraiment eu un grand attachement au personnage. Et pour terminer, mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci, il s'agit donc G.I. Gay, donc cette BD historique que j'ai reçue à mon anniversaire, que j'ai découvert très récemment, qui a donc été écrit par Munoz et Alcante, pardon. C'est donc un récit fictif où on va suivre donc le docteur Cole, donc il me semble que c'est Alan Cole, voilà, qui est donc un psychiatre qui doit juger si les hommes sont bons ou pas à être au service de l'armée américaine, et il doit savoir s'ils ont des déviances sexuelles, autrement dit s'ils ont des pratiques homosexuelles. Mais évidemment cette exclusion et ce jugement va vraiment éveiller directement l'indignation de ce psychiatre qui trouve que c'est scandaleux, mais qui va faire appliquer comme bien même les règles de l'armée à laquelle il appartient. Il va donc laisser certains hommes passer même si ils sont homosexuels, et il va se rendre compte qu'il a également une attirance pour l'un d'entre eux, et il va donc se questionner autour donc de sa quête d'identité et d'orientation sexuelle. Et on va donc suivre ce traitement en fait des soldats qui étaient homosexuels, et comment ils ont été découverts, comment ils ont été traités par l'armée lorsque ils ont été surpris sur le fait de relations intimes avec un autre homme, etc. Donc cette BD elle est vraiment touchante, elle est bouleversante, elle est poignante. Elle a répondu à toutes les attentes que j'avais en fait autour de cette histoire, où on a vraiment cette représentation de la communauté LGBT à cette période qui était vraiment très stigmatisée, très méprisée, et c'est dur parfois pour certains moments, mais en même temps très beau parce que ça délivre un message quand même d'amour qui finit par gagner malgré toutes les contraintes et toute la peur que cela peut instaurer. Et ben l'amour est plus fort que les violences, et ça c'est vraiment très beau. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire, même si voilà, je préfère le repréciser, c'est totalement fictif, mais c'était pour marquer cette décision de Barack Obama. À la fin en fait justement on est dans une sorte de remise en contexte historique. En gros cette histoire est mise en page sous forme de témoignage, donc
il y a une caméra de télévision qui vient voir le docteur Cole pour lui demander de raconter son histoire, et donc il commence son histoire, et à la fin en fait c'est pour célébrer justement la loi que Barack Obama a promulguée pour abroger l'obligation de devoir donc diffuser son orientation sexuelle pour entrer dans l'armée, qui était donc avec des stigmatisations et des discriminations. Donc c'est pour vraiment célébrer cette avancée et ces droits qu'a obtenu la cause LGBT pour les États-Unis. Donc voilà, c'était vraiment très très beau, très bien fait, et je vous le recommande très chaudement. Et bien voilà pour ce mois de février qui a tout de même été chargé en lecture. J'ai 8 livres que je viens de vous présenter. J'espère que donc mon avis vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires, et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un emoji plume dans votre commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour venir échanger avec moi, car ça me fait énormément plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!